C'est un fait véritable qu'il me reprit. Et la cause de ce fait, la voici. Procéder aux accouchements, le Dieu m'y force, mais il me retient d'engendrer. La première chose à dire, Dimitri Elmure, quand on parle de Socrate, c'est que sa mère, Phénarète, était sage-femme, et qu'en un sens, et on va dire en quoi, il faisait le même métier que sa maman. Il faisait le même métier que sa maman, effectivement, avec cette différence... qu'on trouve dans le Thé et Tête, puisque c'est le passage où il raconte ça, oui, différence fondamentale. Absolument, c'est le seul passage, d'ailleurs, de Platon où on a ça. Et c'est un... Comment dire évidemment, il accouche des hommes, comme il le dit. Et non des femmes, donc. Et non des femmes. Et des esprits et non des corps. Exactement. Et comme les accoucheuses d'ailleurs, ce qu'il dit un peu, ce qu'il dit un peu avant dans le texte, il faut que lui ait une forme de stérilité pour être à même d'accoucher autrui. Le Dieu qui lui donne les moyens d'accoucher lui interdit d'engendrer. Exactement. Voilà. Alors évidemment, cette interdiction d'engendrer est à prendre avec beaucoup de pincettes, puisque Socrate, comment dire, dit beaucoup de choses dans les dialogues de Platon, soutient beaucoup de thèses, a beaucoup de positions, mais c'est aussi à prendre vraiment au sérieux comme étant le modèle même du type de relation que Socrate entretient avec ses interlocuteurs. Et qu'on appelle la maïeutique. Qu'on appelle la maïeutique. C'est-à-dire l'art de faire accoucher les autres d'eux-mêmes, qui semble tout à fait folklorique et étrange, d'une certaine manière, quand on le regarde comme ça, mais qui en réalité correspond à l'expérience que tout professeur recherche quand il enseigne. Ah, c'est l'expérience idéale, effectivement. C'est-à-dire que c'est une idée de la transmission du savoir qui n'est pas une transmission. C'est-à-dire qui est, comment dire, au contraire, un dispositif dans lequel le savoir naît à l'élève ou au disciple et où il découvre que ce savoir est en lui-même. Il le porte en lui. Oui. De la manière dont, d'ailleurs on va le voir tout à l'heure, de la même manière qu'un professeur attend comme réaction de son élève qu'il dise « Ah oui, c'est vrai, je le savais mais j'avais oublié que je le savais », plutôt que ah tiens, je le savais pas et il vient de me l'apprendre. Exactement. De toute façon, c'est effectivement ce que tout prof sait. De ce point de vue-là, la maïeutique est une forme de paradigme, de modèle de la relation pédagogique. C'est qu'un enseignement est un véritable enseignement quand l'élève, l'étudiant, le disciple, peu importe, comment dire, fait sien, et en ce sens-là retrouve, un savoir. On n'est pas dans une... Je disais que c'est pas une transmission, on remplit pas un vase. Il y a un passage dans le Banquet de Platon comme ça, où Socrate arrive chez Agathon, et qui vient de gagner le concours de tragédie, et Agathon lui dit « Assieds-toi à côté de moi pour que tu me remplisses de ton savoir ». Et Socrate lui dit « Non, le savoir se transmet pas par perméabilité. On ne remplit pas des vases. C'est pas comme ça que le savoir naît. » C'est pas comme ça que ça marche. Le savoir naît plutôt de cette manière-là. Oui. Voilà une belle gravure sur cuivre de Théodore de Brie qui raconte en vérité la naissance d'Athéna. Je le dis de mémoire, Zeus avertit par l'oracle que l'enfant que Métis attend de lui est susceptible de prendre sa place, choisit de dévorer Métis. C'est une manière comme une autre d'ailleurs de régler les problèmes de grossesse non désirée. Quelques mois plus tard, il est saisi d'énormes migraines, de migraines épouvantables, et il demande à son fils difforme et forgeron Héphaïstos de lui ouvrir le crâne pour en faire sortir le démon, le diable qui s'y trouve. Or, en guise de diable, sort une femme qui, d'ailleurs, dans la légende, sort casquée et armée. C'est Athéna, Pallas, la déesse de la sagesse. Bon, ici, elle sort toute nue. Elle ressemble plus à Aphrodite, ici. Elle ressemble plus à Aphrodite. Voilà, il y a une espèce de mélange des genres. Aphrodite qui signifie née de l'écume. Athéna, c'est celle qui naît de la tête, mais bon, le fait est que ce qui est intéressant ici, et ce qu'il faut retenir, c'est l'image d'un accouchement par la tête, Dimitri Elmure. C'est un accouchement cérébral, effectivement, du type de celui que Socrate décrit dans ce passage du Théétès. Il y a deux choses qui sont frappantes. C'est évidemment d'abord l'accouchement par la tête, à savoir, le fait que ce qui naît, ce sont des conceptions, des idées, etc. Et puis, il y a surtout... Ce sont les enfants durables, d'ailleurs, que sont les idées. Qu'il faut tester. On y reviendra sûrement, mais faut voir s'ils sont viables ou pas. Exactement. Dans le Théétète, il y a cette idée qu'une fois que Théétète a accouché d'une conception que Socrate va examiner, il faut faire ce qu'on appelle l'amphidromie.
c'est-à-dire ce que les Grecs faisaient pour bénir un nouveau-né, faire le tour du foyer en le portant, et ce que Socrate réinterprète en termes de test. Il faut voir si la conception tient. Parce qu'on peut avoir des enfants mort-nés. Il dit à un moment, d'ailleurs, Théétète lui dit « je me sens pas bien », et Socrate lui dit « c'est que tu es dans les affres, tu es en train d'accoucher ». Voilà. On est véritablement dans un accouchement. Ce qui est frappant ici aussi, malgré tout, et on va revenir dessus parce que c'est un des éléments décisifs de la maïotique, qu'est-ce que vous voulez? On enfante dans la douleur. Exactement. C'était ça le deuxième aspect. C'est une violence inouïe. Avec une hache, il lui ouvre le crâne. Donc il y a quand même quelque chose de violent. On se fait violence à soi-même quand on accouche de soi. Non, mais c'est une très bonne image, effectivement, pour décrire le dispositif du dialogue socratique, tel qu'on l'a chez Platon, parce qu'effectivement, cette violence-là, elle est... Il suffit de lire un ou deux dialogues de Platon pour s'en rendre compte. Par exemple, le Gorgias, mais il y en a beaucoup d'autres. Ça se passe pas bien, les accouchements. Celui de Théétète se passe plutôt bien. Mais si on pense, par exemple, à tout un ensemble d'interlocuteurs de Socrate qui sont extrêmement réfractaires à l'interrogation socratique, on voit que pour bon nombre d'entre eux, même d'ailleurs pour les plus sages, l'interrogation socratique est une violence. Et c'est vrai. Parce que Socrate vous ébranle. Il y a ce fameux portrait de Socrate dans le Ménon, où Ménon, lui aussi, est dans les affres, dans les mêmes termes que Théétète. Et il lui dit, écoute Socrate, je vais te dire ce que tu me fais. Avant, je croyais savoir, maintenant je me rends compte que tout ce que je savais, c'est du bidon. Et tu me fais penser à cette espèce de poisson, la torpille, voilà, qui envoie des électrochocs. Et c'est ça. Ça, c'est une forme d'image de l'électrochoc socratique. C'est ou de l'empêcheur de tourner en rond, la torpille ou le temps, T-A-O-N, le moustique. Celui qui empêche de dormir ou de s'endormir sur les lauriers d'un savoir qu'on croit acquis. Effectivement, Ménon est celui qui croit savoir. Alors, c'est intéressant parce que vous avez parlé du Ménon. Or, le Ménon est un dialogue dans lequel Socrate, si j'ai bonne mémoire, à un moment, pour montrer à Ménon justement que chacun porte en lui le savoir et que lui ne fait qu'accoucher les autres, se saisit d'un esclave à qui il demande seulement de parler le grec. Et sous cette condition, il lui enseigne, ou plus exactement, il lui montre qu'il porte en lui un théorème mathématique, je crois que c'est sur les bisectrices. Alors, du coup, on a choisi, pour illustrer ce paradoxe, le paradoxe propre au Ménon, et au dialogue socratique de Platon, eh bien, un professeur de mathématiques. Alors, il est intéressant de voir que le professeur de mathématiques est à l'écoute de ses élèves. Il demande de la part de ses élèves une réaction. Il les fait participer. Voilà, les mains se lèvent. Les mains se lèvent. Il leur donne la parole. La réponse doit venir des élèves, et lui se contente au fond d'être hospitalier, de les accueillir d'un sourire ou de les encourager. Mais il ne leur dit pas la réponse. C'est eux qui doivent la trouver. Et on est là véritablement, vous l'avez dit tout à l'heure, dans le paradigme, le modèle de toute forme de pédagogie, que ce soit la mathématique ou la philosophie. Non, mais effectivement, c'est pas du tout un hasard si dans le Ménon on a un exemple mathématique, géométrique, à savoir la question de la duplication du carré. C'est la duplication du carré. Oui, voilà, c'est ça. C'est à partir d'un carré donné, comment on construit un carré d'air double. Voilà. Bon. C'est un problème compliqué parce que ça implique des irrationnels, qui était un problème pour les mathématiques grecques. La force de cette démonstration, ou plutôt, à mon avis, pas une démonstration, de ce test empirique de la possibilité du savoir, que Socrate fait subir à ce jeune esclave, son intérêt, c'est qu'effectivement, c'est un exemple mathématique. Pourquoi? Parce que en mathématiques, on ne doit soutenir quelque chose que si on en connaît pleinement les causes, si on est capable de le démontrer. On ne doit jamais rien admettre en mathématiques. Un mauvais prof de maths, c'est un prof de maths qui vous fait admettre. Vous dit voilà, le théorème est comme ça, mais qui ne vous explique pas comment vous pouvez retrouver par vous-même la démonstration. Et quand on admet un théorème, il est absolument clair que dès qu'on a fermé la porte de la classe, on a oublié. Si on a refait la démonstration soi-même, si on s'est réapproprié les différentes étapes d'un raisonnement, alors le raisonnement est sien. En termes politiques et moraux, d'ailleurs, ce genre de problème recoupe la question de l'hétéronomie ou de l'autonomie. L'hétéronomie étant le fait de recevoir sa loi d'un autre, et l'autonomie étant le fait de la construire soi-même. Vous m'avez fait remarquer tout à l'heure, Dimitri, quand on a fait un tout petit filage pour les besoins de cette émission, donc avant qu'elle commence, qu'au fond, le dispositif qui est le nôtre là, est exactement celui de la caverne, de la caverne platonicienne. Alors, que les téléspectateurs nous pardonnent de revenir sur le catéchisme de la caverne, mais enfin, c'est quand même intéressant. Si on se met, par exemple, dans la position... Regardez, si on se met dans la position des prisonniers de Platon, qui sont dans la caverne, ils sont donc assis. Comment ça se passe exactement? Il y a un foyer lumineux qui projette des ombres. Alors, la caverne est totalement sombre.
aucune lumière du soleil ne passe. Tout ça est très disputé. Hein. Évidemment, je vous donne un peu la manière dont je le comprends et dont je pense qu'il est bon de le comprendre. Aucune lumière ne passe. La seule lumière qui passe dans la caverne, c'est la lumière d'un feu situé sur un muret au-dessus de l'ouverture de la caverne. Des prisonniers sont enchaînés, assis, et ils ne peuvent bouger ni leur tête, ni leurs bras, ni leurs jambes, ni leur torse. La seule chose qu'ils peuvent bouger, à mon avis, c'est les mains. Hein, pour toutes sortes de raisons. Et ils voient, effectivement, alors devant eux, un peu plus haut, ils voient passer des figurines, hein, magnifiques, portées par des hommes, que Platon appelle les thaumatopoi, hein, des faiseurs de prodiges, qu'on peut identifier aux sophistes, hein, qui, comme vous savez, Platon n'aimait pas beaucoup. Et comment dire, et ce qui est formidable dans ce dispositif, c'est là où c'est un texte d'une puissance incroyable, c'est pas pour rien que c'est peut-être le texte le plus connu de l'histoire de la philosophie, c'est que ce que les prisonniers voient d'eux-mêmes et du monde, ce n'est que les ombres. Ce qu'ils entendent d'eux-mêmes et du monde, c'est la rumeur qui vient des personnages, des hommes qui portent les figurines. Qui est en réalité l'équivalent de la rumeur de l'opinion. Exactement. Ces prisonniers sont dans la doxa, dans l'opinion. Une chose, Dimitri, quand même, quand on joue à montrer des figurines comme ça, dont on voit les ombres hein, sur un fond blanc, oui. On peut faire une différence entre les deux types d'ombres. C'est-à-dire, on sent bien qu'il y a des ombres immobiles, et dans le même temps, pardonnez-moi, mais il y a l'ombre de votre propre visage, qui, elle, est animée. Il y a des différences de qualité entre les ombres. Ouais. Est-ce que, du point de vue de Platon, on peut distinguer entre différents registres d'illusions, au sens où il y aurait des ombres moins fausses que d'autres Ou bien est-ce qu'il faut ranger toutes les ombres dans le panier de la même illusion sophistique? C'est une question extrêmement difficile que vous posez parce qu'elle est extrêmement débattue pour des raisons textuelles dans lesquelles je n'entre pas. En tout cas, à mon avis, si on veut lire la caverne de la manière la plus profonde qui soit, on ne devrait pas voir ma tête. Voilà, je devrais être comme ça. Et je ne devrais voir de moi-même que ces ombres-là. C'est-à-dire que le dispositif est fort de ce point de vue-là. Ce que je pense être moi-même, l'image de moi, ce que je suis, n'est qu'une ombre. Hein? Donc je peux, quand je lève les mains, penser que je suis ce petit bonhomme là-bas dans le coin. Parce qu'il y a une ambiguïté dans le texte. On ne sait pas au fond s'ils voient d'autres ombres que les leurs ou si ce sont leurs propres ombres qu'ils prennent pour des lanternes, si j'ose dire. Exactement. À mon avis, le texte est plus fort quand on comprend qu'il n'y a que des ombres, que les prisonniers ne voient rien d'autre de même que ces ombres-là. Ce qui, évidemment, la leçon qu'il faut tirer de tout ça, c'est que Platon nous dit, voilà, le manque d'éducation, puisque la caverne parle du manque d'éducation de l'âme, nous mène dans un état où notre lot n'est que celui de l'opinion. Même la plus intime connaissance de moi-même est diffractée et, comment dire, et du domaine de l'ombre et de l'opinion. Alors, ça pose un problème, venez avec moi. Ça pose un problème quand même parce que derrière cela, il y a une critique au fond de l'apparence. Une critique de l'apparence comme ce qui peut nous fasciner pour soi, alors qu'en réalité, l'apparence fait appel vers le principe qui permet d'en rendre raison et d'expliquer d'ailleurs les illusions qui s'y attachent. Donc, c'est une critique de l'apparence. Et dans le même temps, le Socrate de Platon, il faut rappeler qu'il y en a plusieurs, hein, des Socrates. Hein. Ouais. Platon, Xénophon, Aristophane, pour citer ces trois-là, voilà, par exemple. Ouais. Le Socrate de Platon est connu pour sa laideur. Et c'est vrai qu'il est laid. C'est vrai qu'il est pas beau. Comme dirait Cyrano en parlant de Christian, il dit c'est vrai qu'il est beau le gredin. Ben là non, c'est vrai qu'il est laid le gredin. Ouais. Face plate, nez camus, narines retroussées, œil de bœuf à fleur de tête, lèvres épaisses. Ouais. Non seulement il est laid, mais il est négligé, il est malpropre, il est affublé été comme hiver d'un vieux manteau et de son bâton. C'est un peu Gandhi, au fond, c'est le Gandhi des Grecs. Hein. Il n'est pas beau. Et dans le même temps, il fait de sa laideur, paradoxalement, un signe, une preuve de sa beauté, d'une beauté que la laideur dissimule, ou plus exactement dont elle révèle la présence, en donnant le sentiment qu'elle la dissimule. Absolument. Socrate, c'est ça qui est fascinant avec lui, si vous voulez, c'est le personnage ou le philosophe le plus incarné qui soit. Il y a peu de philosophes dont on connaisse aussi bien l'aspect physique, presque la démarche, l'habillement, etc. Et il brise un canon grec par excellence, qui est ce qu'on appelle le canon de la kalokagatia, à savoir le fait qu'il y a un rapport. Bon. Voilà, il y a un rapport. La beauté et la bonté sont en proportion directe. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, le beau est le signe extérieur du bon. Chez Socrate, c'est évidemment exactement l'inverse. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que la laideur de Socrate fait partie du trouble, de l'espèce de magie qu'il exerce chez tous ses interlocuteurs, puisque Socrate
a beau être laid, il aime les beaux garçons, enfin, les belles âmes des beaux garçons. Il veut leur déshabiller l'âme avant de leur déshabiller le corps, c'est ce qu'il dit à Charmide. Absolument. Ouais. Mais je me suis amusé dans un très bon petit livre, après on va aller vers l'image suivante qui est passionnante, mais dans le très bon petit livre que Francis Wolff a écrit il y a un moment sur Socrate, je me suis amusé à relever, parce qu'il le fait lui-même, toutes les contradictions de Socrate, et alors c'est quand même étonnant. Voilà un homme qui est laid, mais qui est beau, qui est bizarre, mais qui est rationnel, c'est un saint sensuel, c'est un héros qui fuit la gloire publique, un maître penseur qui n'a jamais donné de leçons à personne, un homme d'une grande politesse qui arrive toujours en retard, un révolutionnaire qui est également un conservateur, au point d'ailleurs de se plier à des lois injustes qui le condamnent à mort et de refuser l'exil, ou en tout cas de s'échapper de sa prison, un homme aisé qui vit de manière, enfin qui est complètement débraillé, qui vit au crochet des autres. Qui vit au crochet des autres, un homme politique qui s'engage en politique à ses risques et périls, au point d'ailleurs de ne plus vouloir mettre les doigts dans la mécanique politique parce qu'il manque mourir 2 fois. Un homme tempérant qui picole, en tout cas qui a une bonne décente, mais qui n'est jamais ivre. Un rationaliste qui ne cesse de parler d'une révélation divine ou du démon qui le hante. Et enfin, un démocrate, un parfait démocrate, qui, dans le combat qu'il mène contre les sophistes, conduit un combat en réalité contre la démocratie elle-même. C'est quand même extraordinaire, autant de contradictions. Le maître de la philosophie est pétri de contradictions. Regarde, on va aller vers cette image étonnante quand même. Alors, grand merci d'ailleurs. Je ne fais rien déchirer. À Moulinsart de nous permettre de jouer comme ça. Allez-y, hop. On va la déchirer, je crois. Voilà. Trésor de Rackham le Rouge. Ils viennent de traverser la terre entière pour trouver un trésor avant de s'apercevoir que le trésor était à Moulinsart, hein, Dimitri. Ouais. Voilà, tous les éléments de l'enseignement socratique se trouvent ici. Exactement. Et surtout, il y a cette idée dont on n'a pas encore parlé, mais qui est corrélée à la maïotique. L'étonnement. L'étonnement et la réminiscence. L'étonnement, regardons Haddock qui se prend désignez là l'image. Oui, c'est Haddock qui se prend un couvercle dans la figure. Bon, voilà, ça c'est la violence de l'électrochoc socratique, du fait que effectivement nos opinions sont complètement balayées par ce paradoxe vivant qu'est Socrate, puisque ce qui résume un peu toutes les contradictions apparentes que vous donniez, c'est que précisément Socrate est un paradoxe. C'est-à-dire qu'il va toujours contre l'opinion. Et puis cette idée que on pense qu'il faut aller très loin pour chercher ce qui est le plus précieux, disons le savoir, alors qu'en fait, il est en nous. Et ça, justement, c'est ça que Socrate veut démontrer à l'esclave. Et dire que nous avons été le chercher là-bas, au bout du monde, alors qu'il se trouvait ici, à portée de notre main. Bien sûr. À la fin du 4e livre de la République, après s'être demandé ce qui était juste et ce qui ne l'était pas, Socrate dit « Mais le gibier était à nos pieds, nous ne le voyons pas. » Le gibier, c'est la question de savoir ce qu'est la justice, avant de se demander ce qui est juste. Absolument. Et c'est un leitmotiv de presque tous les dialogues. Cette idée, l'idée paraît, elle a troublé beaucoup de personnes, cette idée que notre savoir on n'enseigne pas, mais on se remémore. Ça n'a pas l'air de correspondre à une expérience qu'on peut faire. En fait, elle y correspond très bien si on comprend que ce que Socrate veut dire par là, c'est que penser, savoir, ne peut venir que d'un moment négatif où on oublie ce qu'on croyait savoir, parce que quand on oublie ce qu'on croyait savoir, on commence à désirer savoir, et que c'est ce désir-là qui nous rend le savoir intérieur. Et c'est pour ça qu'on retrouve tout. Encore un point sur cette image, parce que le temps passe et je voudrais absolument qu'on termine sur une autre image étonnante. Encore un point. Socrate, dans le banquet, est désigné par Alcibiade comme un silène. Tout pareil à ces silènes qu'on voit exposés dans les ateliers des sculpteurs, qui sont très laids. Si on les ouvre en deux, en revanche, on voit qu'ils contiennent à l'intérieur des statues de Dieu. C'est le trésor de Rackham le Rouge. Et quand on l'ouvre, on découvre à l'intérieur une infinité de joyaux. Et encore un tout petit point peut-être, Ils ont fait le tour du monde. Ils sont allés sur une île qui est au bout du monde où ils n'ont pas trouvé le trésor. Mais s'ils n'avaient pas fait ce chemin-là, Tintin n'aurait peut-être pas appuyé sur l'endroit où se trouve l'île et par conséquent n'aurait pas découvert que le trésor se trouvait à ses pieds. De sorte que pour en venir au savoir, ou plus exactement pour découvrir le savoir en soi, peut-être faut-il aussi quand même apprendre des choses. Il faut en tout cas notamment apprendre à désapprendre. C'est-à-dire apprendre à comprendre l'exigence du savoir, voir la différence qu'il y a. Il y a peut-être un des enseignements les plus forts de Socrate, c'est cette différence essentielle qu'il y a entre le savoir et l'opinion. Et apprendre
cette différence, c'est une partie essentielle du savoir. On dit souvent que Socrate a un savoir négatif. Je ne sais pas s'il est vraiment négatif, mais en tout cas, le savoir de la différence du savoir et de l'opinion, ça, c'est quelque chose de puissamment positif. C'est un enjeu fondamental. C'est intéressant parce que ça fait de Socrate un adversaire de la démocratie, c'est-à-dire du régime où, au fond, toutes les opinions se valent et où c'est le plus éloquent qui l'emporte. Absolument. Et où il n'y a pas de vérité. Non. Or, Socrate substitue à ça le dialogue socratique, qui est la construction d'un objet commun. Un dialogue au terme duquel deux opinions n'ont pas fait que s'affronter, mais se sont véritablement confrontées, entrelacées, au point de produire quelque chose au terme de laquelle les individus qui dialoguent sont différents de ce qu'ils étaient. Eh oui. Dans le même temps, voici une image, c'est la dernière image, je voulais qu'on finisse là-dessus, qui est extraite de L'Aveu, le film de 1970 de Costa Gavras. Yves Montand, ici en Arthur Landon, qui est donc dignitaire communiste, indûment accusé, c'est une histoire vraie, hein, indûment accusé, c'est un procès fabriqué de toutes pièces, indûment accusé par le parti d'être un traître, un espion à la solde des Américains, enfin n'importe quoi. On le voit ici avec des lunettes de soudeur pour qu'il ne voit pas du tout, il ne voit plus du tout ce qui se passe. Alors, il y a deux choses là-dessus. On va parler de l'apologie de Socrate pour finir, mais avant ça, quand même, l'idée que dans l'aveu, on veut le faire avouer. Mais il ne sait pas quoi avouer. Ouais. Donc on veut, sous la contrainte, lui faire dire des choses qu'il ne porte pas en lui. C'est ici toute la différence qu'il y a entre la méthode socratique qui, par la contradiction, vous fait découvrir un savoir que vous portez en vous, et la méthode, pour le coup, tyrannique, qui veut vous faire accoucher de quelque chose que vous savez faux. Absolument. Bah, on peut, sous la contrainte, on peut tout avouer. Mais précisément la violence dont on parlait... Il finit par avouer d'ailleurs, par lire ce qu'on lui écrit et ce qu'on écrit à sa place. Mais justement, la violence de l'entretien socratique qu'on a pu relever un peu avec la hache, avec le capitaine Haddock, etc., n'est évidemment pas du tout du même ordre. Hein. Quelle différence entre ces deux violences? Comment dire, c'est une violence qui procède de l'intérieur. Hein. C'est une violence qui procède du désir. Parfois, elle ne marche pas. Ça ne marche pas avec Polos, un des personnages dans le du Gorgias. Ça ne marche pas avec Calliclès, autre grand personnage du Gorgias. Il y a des gens qui sont réfractaires à ça. Socrate le dit dans le Tête à propos de la maïotique. Il y a des gens avec qui ça ne marche pas et je les envoie ailleurs. Hein. Ils ne peuvent pas dialoguer avec moi. Hein, parce qu'ils sont réfractaires à cette forme de violence-là. Mais toujours est-il que ce n'est pas du tout le même type de violence parce que c'est une violence qui fait naître un désir. Hein. Là, ça fait naître aucun désir. Hein. Mais voici venue l'heure de nous en aller. Moi pour mourir, vous pour vivre. Qui de vous ou de moi se dirige vers le sort le meilleur? Cela n'est dévoilé à nul autre qu'au Dieu. Ce sont les dernières paroles de Socrate. Dans l'apologie de Socrate, quand il s'adresse à ses juges qui s'apprêtent à le condamner à mort, on peut parler du premier procès stalinien avec le procès de Socrate. C'est ainsi qu'il dénonce ses juges, en définitive, et il retourne l'accusation contre les juges. Or, ici, alors Landon ne sera pas mort, hein. Landon ne meurt pas. Il n'est pas condamné à mort, finalement il prendra l'exil. Et d'ailleurs, il n'a jamais véritablement cessé d'adhérer à l'idéal communiste de sa jeunesse. Mais il y a quand même quelque chose de frappant dans le parallèle entre cette image et l'apologie de Socrate. Un homme qui accepte de mourir au nom d'une vérité au fond supérieure à lui parce que c'est celle qu'il porte en lui. Bien sûr, la raison pour laquelle Socrate accepte de mourir, parce qu'on a souvent identifié une forme de suicide, c'est tout simplement qu'il ne peut pas vivre autrement qu'il vit. Et ce qu'il essaie d'expliquer aux Athéniens, c'est là où c'est d'une force redoutable, c'est que les Athéniens passent leur temps, de toute façon, à ne pas vivre comme il faudrait, c'est-à-dire à ne pas s'occuper de ce dont ils devraient s'occuper, à savoir du bien de leur âme. Hein. Et que, du coup, demander à Socrate de ne pas être Socrate, ce qui revient à demander à la philosophie de ne pas être un questionnement, de ne pas être une interrogation qui pose de véritables questions, ça revient tout simplement à le tuer. Pour lui, il n'y a aucune différence entre mourir, physiquement, et arrêter d'interroger. Et comme il le dit, peut-être que dans l'Hadès, il pourra encore interroger Homère, Hésiode, Achille, Ulysse, et donc continuer à être Socrate dans l'après-vie. C'est quand même extraordinaire de penser que c'est le même homme, évidemment, qui explique, il y aurait là-dessus 4 ou 5 émissions supplémentaires à faire, on va finir là-dessus, hein, que philosopher, c'est apprendre à mourir, puisque c'est un exercice qui consiste à détacher l'esprit du corps et qu'au fond, la mort parachève cela. Il y a toute une critique de Socrate derrière ça, hein, critique faite contre Socrate, puisqu'on lui reproche du coup d'avoir considéré que la vie n'était que le préambule à la vie véritable, hein, et qu'il n'y avait pas de vie avant la mort. Oui, c'est une critique extrêmement exagérée, c'est-à-dire que, enfin, même, je pense, en un mot, voilà, vraiment impertinente, parce que le problème de l'idée centrale du fait que philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est simplement que quand on
Apprendre à mourir, c'est délier son âme de son corps, c'est-à-dire penser. Et c'est pas autre chose. Hein. Quand on pense, en un certain sens, du point de vue de Socrate, on meurt. Parce qu'on n'est plus présent à sa vie sensible. Ça ne veut pas dire qu'on n'a que mépris pour le corps, qu'il faut mourir. C'est pas du tout ça. Il faut simplement penser. Hein. Penser des réalités qui, elles, ne meurent jamais. Merci Dimitri. Merci beaucoup. Merci. Venez avec moi.